Bonjour à tous, c'est Gigi et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mon avis final et global sur Yu-Gi-Oh! Vrains. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que tout ce que je dirai est le fruit de mon avis purement personnel. Je suis avant tout là pour vous partager mon avis et non pas créer une guerre d'opinion. Merci de votre compréhension. Donc, je vous prierai de respecter mon avis, tout comme vous êtes libre d'avoir votre propre avis et d'être en désaccord avec moi. Sachez que je respecterai votre avis en retour. Et si jamais des points que j'aborde vous semblent confus au niveau de mes avis ou de mes explications, n'hésitez pas à demander plus de précision dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir afin que ce soit plus clair pour vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, j'y ai passé beaucoup de temps alors que vous soyez fan de Yu-Gi-Oh! Ou non. Merci de votre attention et bon visionnage. Commençons par l'histoire. Ce n'est plus un secret pour personne, si vous suivez mes reviews, vous savez que le plus gros point fort pour moi de Vrains, c'était son histoire et son concept. Je parle bien évidemment par là de l'incident perdu. Ce background commun à 6 enfants qui furent kidnappés, torturés pendant 6 mois à livrer des duels, et s'ils n'arrivaient pas à gagner ces duels en question, ils étaient tout simplement privés de nourriture. Cette horrible histoire qui a fini par traumatiser tous ces enfants en question. C'est assez horrible à dire, mais je trouve que ça reste quand même une idée de génie. Et je me souviens de l'effet que ça a fait sur la fandom au moment où ça a été révélé. Mine de rien, c'est quand même l'histoire la plus sombre de toute la saga. Et personnellement, c'est ça qui m'a hypé. De se dire que, par un background aussi tragique, des personnages allaient évoluer en gardant ce traumatisme lié à un tel événement. Sans oublier les Ignis, qui sont la clé de pourquoi cet incident a eu lieu. Ce qui rendait la chose intéressante, c'était de savoir si Vrains allait adapter ça de façon différente et originale de ce qu'on a l'habitude de voir, justement avec cette originalité propre aux séries Yu-Gi-Oh! Et si la partie guerre entre humains et Ignis était la partie la plus classique, bien qu'efficace, c'est surtout sur la création des Ignis que j'aimerais revenir. Ces enfants ont donc été torturés, sondés de toutes pièces par des duels, recréant à leur insu une intelligence artificielle plus ou moins calquée sur eux-mêmes. L'idée est autant tordue qu'elle n'en est intéressante, surtout pour un futur dans lequel ces créatures pourraient rencontrer leurs créateurs originaux. Et justement, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible, celui des 6 enfants concernés par l'incident perdu. C'est probablement l'une de mes plus grosses déceptions de toute la saga, sincèrement. L'idée était tellement géniale et facile à dérouler par la suite en termes de développement, et malheureusement c'est un énorme échec. Pour commencer, on ne connaît que Yusaku et Takeru. Spectre n'a eu que 3 moments pour lui, le reste du temps, il est derrière Revolver. Jean n'est qu'un légume pendant 120 épisodes, Miyu n'apparaît que l'espace d'un flashback, et le dernier n'existe même pas vraiment. Je tiens à vous rappeler quand même, mine de rien, que à la base, c'était censé donc être eux les personnages principaux de la série. Le plus triste dans tout cela, c'est que l'idée de base était vraiment de montrer un lien entre les Ignis et les humains, et malheureusement, les Ignis n'ont quasiment pas eu d'interaction avec leurs humains respectifs, hormis Yusaku et Takeru. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser et d'être assez déçu sur ce niveau, puisque pour moi l'idée de base était vraiment très simple, et on partait vraiment pour un but de rassembler les 6 enfants ensemble vers la fin de la série. Car non seulement ils ont un passé commun, donc le fait de se retrouver, de s'entraider justement à surmonter cette épreuve ensemble, à surmonter ce traumatisme ensemble, mais surtout pour la morale finale, dans laquelle les Ignis et les humains pourraient cohabiter ensemble. Ils auraient ainsi pu être les porteurs de ce message et ainsi faire taire tout ce questionnement autour d'une guerre entre les deux fractions. Personnellement, je sais qu'avec cette simple idée, j'aurais bien plus apprécié Vrains. J'aimerais également revenir sur Yusaku, le protagoniste de cette série. Pour son originalité, comparé aux autres, il est extrêmement vengeur dans l'âme. Étant notamment l'un des enfants concernés par l'incident perdu, il cherche surtout à se venger de ceux qui lui ont infligé ça, ceux qui ont gâché sa vie. On a donc là affaire à un héros plutôt edgy, une première en 20 ans au final. Et non, ce n'est pas la même chose que Yusei, il faut arrêter de comparer les deux, ça n'a rien à voir. Mais nous reviendrons plus tard sur le cas de Yusaku, il y a encore pas mal de choses à en dire. Second chapitre de cette vidéo, on pourrait dire, on va parler des idées maintenant, différentes idées que j'ai pu noter, avec certains points du coup sur chacune de ces idées en question. On va donc commencer avec l'idée de la double personnalité, à savoir tout simplement un personnage qui a une personnalité différente entre le monde IRL et en l'occurrence le monde de Vrains.
C'est une idée aussi simple qu'efficace pour du développement de personnages. Dans le cas présent, le fait d'avoir une personnalité différente entre le vrai monde et le monde de Vrains est une très bonne idée, qui pour le coup s'est retrouvée plutôt bien exploitée pour le peu de persos auxquels elle aura servi. J'entends par là que certains personnages n'en ont tout simplement pas eu l'utilité. Vous prenez par exemple Go, Emma ou Yusaku, ils ne changent pas vraiment d'un monde à l'autre. Cependant, prenez par exemple Aoi et Takeru. Ces deux personnages représentent parfaitement bien cette idée. Aoi, dans son cas, personnage extrêmement discret et plutôt froid, même en apparence réelle, finalement dans Vrains devient une véritable star, au succès un petit peu démesuré et pleine de vie, qui lui fait du coup oublier sa peine quotidienne du monde réel. Takeru, lui, est extrêmement similaire dans ce schéma, bien que très différent dans son apparence. Ainsi, la petite tête brûlée au passé colérique finit par transformer toute son angoisse et sa frustration en véritable courage et en détermination, une fois matérialisée dans Vrains. On pourrait également citer Naoki, qui, une fois matérialisée dans Vrains, voit son courage se faire décupler. Mais gardez plutôt mes deux exemples précédents, ça vaut mieux. On peut par ailleurs coupler cette idée de double personnalité à celle des passages IRL, qui sont malheureusement trop peu présents et très redondants. Les voir dans Vrains, c'est un peu comme les voir travailler au final. Et non seulement il est intéressant de les voir IRL pour justement exploiter cette idée de double personnalité, mais en plus, plus on aura de passages IRL sur tout simplement comment ils sont dans leur quotidien, plus on sera en mesure de s'attacher aux personnages pour ce qu'ils sont réellement. Cependant, la plupart des passages IRL sont similaires. Souvent, il s'agit d'une élaboration d'un plan ou d'un passage très vite expédié à l'école. Trop peu souvent, il s'agissait de moments de vie, de détente ou d'échange entre personnages. Passons à une autre idée, cette fois-ci introduite par Bauman, celle de la réelle identité et de la copie de sauvegarde. Pour le coup, ça aurait pu être un plot twist absolument dingue qui aurait pu être développé de bien des manières, surtout avec Yusaku. Au final, ce n'était que l'imagination d'une intelligence artificielle possédée, qui n'a donc mené à rien de concret, et c'est bien dommage car il y avait tellement de possibilités à exploiter pour cette simple idée. J'avais d'ailleurs à l'époque fait une vidéo sur ce sujet, une vidéo théorie que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait, pour vous montrer à quel point on pouvait vraiment partir dans des choses assez perchées, mais tout en restant plutôt logiques dans l'univers de Vrains, et vraiment des choses très intéressantes qui pouvaient s'en dégager. Autre idée maintenant, est-ce que vous vous souvenez du Link Sense de Yusaku? Pour rappel, il s'agit littéralement d'un sixième sens qui lui permet d'entendre et ressentir des émotions dans Vrains, et ce sans même y être. Alors en soi, c'est une idée très intéressante, bien que très peu exploitée, mais surtout qui soulève des questions, malheureusement sans réponse. Et il semblerait que Yusaku soit le seul à posséder cette capacité, ce qui aurait donc difficilement rapport avec son Ignis ou avec l'incident perdu. Mais alors, où, comment et surtout pourquoi? Il s'agit encore une fois d'une idée pas assez développée. On va maintenant aborder le point de l'exploitation et creuser surtout dans l'exploitation des personnages de la série. Bon, là encore, c'est un secret pour personne, hein. L'exploitation générale des personnages est tout simplement mauvaise. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû se concentrer davantage sur moins de personnages. Après tout, il n'y en a déjà pas tant que ça, et pourtant ils galèrent déjà à les exploiter comme il faut. Par exemple, mettre certains personnages jugés secondaires à l'intrigue, tels que Go, Aoi ou encore Emma, plus en retrait, pour ainsi mettre plus en avant les chevaliers d'Anoi ou encore les personnages principaux de l'intrigue, à savoir les 6 enfants de l'incident perdu. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, mettre Aoi et Go de côté, c'est pas forcément une mauvaise idée quand on voit comment ils ont été exploités en étant au premier plan. Ainsi, en les mettant en second plan, ils seraient toujours présents, mais juste moins utilisés, et n'auraient ainsi pas pris la place de personnages plus importants qu'eux. Emma, quant à elle, est un personnage qui, même mise de côté, peut toujours agir dans l'ombre, et c'est justement ça qui la rend intéressante, tellement elle a de possibilités à exploiter, et tellement elle peut tout faire au final. Quant à Spectre, il n'a tout simplement rien fait hormis ces 3 duels, qui d'ailleurs nous donnaient juste encore plus envie de découvrir le personnage, qui, je vous le rappelle quand même à la base, est un des 6 enfants de l'incident perdu. Enfin bon, après avoir mis 2 de ses enfants en état végétatif et le 3e présumé mort juste pour ne pas rajouter encore plus de persos à détruire, je suppose que les scénaristes n'étaient plus à ça près. Parlons maintenant brièvement de la Sol. Que voulez-vous que j'en dise? La série s'est terminée et on n'a toujours aucune réponse sur toutes les questions les concernant. Qui se cache derrière les pièces d'échecs? Qu'est donc devenu Queen? Et surtout plus important, quel est donc ce fameux espion travaillant pour les Anoi? Vous voyez, pour moi, la Sol représente parfaitement cette exploitation absolument gâchée de Vrains. Je veux dire, ils sont quand même au cœur de tout dans Vrains.
on parle quand même ici de l'entreprise qui a créé Link of Reigns et qui a mis en place aussi l'incident perdu. C'est elle qui dirige absolument tout. Et on termine la série sans absolument rien savoir sur elle. C'est quand même assez désastreux. Si vous suiviez mes reviews, vous êtes censé savoir que mes deux plus grosses déceptions concernant Reigns sont donc l'incident perdu sur lequel on est revenu plus tôt, et Emma. Emma, qui je vous le rappelle, est donc une hackeuse chevronnée dans un monde cybernétique. On va pas y aller par quatre chemins, hein, les gars. Emma était celle qui était à même de tout faire dans la série, absolument tout. Et sachant qu'en plus, elle pouvait se battre, chose que Kusanagi ne pouvait pas faire. Emma, pour moi, c'est un personnage au potentiel absolument infini dans un tel univers que celui de Reigns, puisqu'elle peut littéralement servir de Deus Ex Machina à n'importe quel moment et pour n'importe quel moyen. Mais bon, encore faudrait-il pour ça qu'elle se fasse exploiter un minimum, hein. Malgré cela, son développement a été plutôt logique au final. Elle était de base très solitaire et il a juste fallu la débloquer à ce niveau-là, et c'est à ça que servent Shepard et surtout Aoi. Quand on y réfléchit, Aoi aura rendu Emma plus sociable, moins rude, là où justement cette dernière aura rendu Aoi plus ferme et moins frêle. Vous l'aurez compris, Emma, comme quasiment tout le reste, n'est pas exploitée à sa juste valeur selon moi. Et là où pour certains personnages c'est juste dommage sans plus, je trouve que pour Emma c'est très clairement une erreur et une énorme occasion manquée pour moi. Revenons sur Yusaku. Dans son cas, il commence et termine la série sans être heureux. Je dirais que c'est plutôt à la fois une bonne et une mauvaise chose. Dans le sens où c'est extrêmement intéressant d'avoir ce rôle pour un protagoniste de Yu-Gi-Oh! C'est plutôt inédit et surtout très osé. Mais de l'autre côté, c'est extrêmement triste, un peu tragique même. Lui qui avait enfin fini par se lier d'amitié avec son Ignis, qui justement lui avait fait ressentir des émotions inédites jusqu'ici. Il finira malheureusement par être obligé de le tuer pour sauver le monde, et ainsi finir la série dans un tourment, comme il l'avait commencé. Ce qui malheureusement peut donner cette impression qu'il n'a pas beaucoup évolué le pauvre Yusaku. Et selon moi ce n'est pas entièrement faux. Selon toute logique encore une fois, Yusaku était censé être le cliché du personnage froid, antipathique et un petit peu solitaire, qui au final aurait donc fini la série en étant tout souriant, accompagné de ses camarades. Et au final, il n'en est rien. Malgré tout, c'est, je pense et j'espère, voulu par les scénaristes, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça plutôt dommage, lui qui avait pourtant tout pour être le protagoniste le plus développé de tous. D'ailleurs, on ne sait rien sur les parents de Yusaku, chose plutôt étrange vu qu'il s'est fait kidnapper quand même. D'autant plus qu'il ne s'agit pas là d'une génération où les parents sont tout simplement exclus, comme l'était par exemple DM ou encore GX. Prenez par exemple Takeru et Ryoken. D'ailleurs, depuis 5D, les parents occupent une place plus ou moins importante de l'histoire, surtout pour le héros en question. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois pour ma part un énorme manque, surtout dans le cadre de l'incident perdu. Dernier point que je souhaite aborder en détail, il s'agit des duels. Un point pour le moins particulier de la série, pour lequel j'ai pas mal de choses à dire, surtout dans le cadre particulier que sont ceux de Reigns. Et on va commencer avec ce que j'aime à appeler les nouvelles idées d'adaptation. Cette nouvelle génération, comme toutes les précédentes, a donc pour but d'instaurer sa propre méthode d'invocation, les Link dans le cas présent. Et ainsi, comme fut son impact sur le jeu, cette nouvelle méthode impacte énormément les duels de l'anime qui deviennent alors beaucoup plus techniques qu'à l'habitude. Nous avons ainsi des duels où les combos s'enchaînent sans cesse jusqu'à l'overdose afin de promouvoir comme il se doit le plein potentiel de cette nouvelle invocation. Sur le papier, encore une fois, c'est une bonne idée, mais sur le rendu, je trouve que c'est un peu plus discutable. Les combos sont certes plaisants à voir, bien qu'un peu lents, et en deviennent même rapidement lassants si on ne s'intéresse pas vraiment à la stratégie. Les duels prennent non seulement une tournure plus technique, mais aussi plus de place que l'histoire. Ce qui, pour des gens comme moi, qui s'attendent à de l'histoire dans des duels, autrement appelé le storytelling, sont finalement rapidement déçus par ces duels presque gâchés par ce côté technique omniprésent. Ainsi, certains duels m'ont quand même plu pour justement leur côté technique qui fait plaisir à voir. Mais cela répété sans cesse a fini par tout simplement me lasser et me désintéresser de la plupart des duels de la série au final. Ça plus d'autres petits détails, mais nous y reviendrons plus tard. Souvent dans l'anime de Yu-Gi-Oh, certains personnages ont un réel lien avec leur deck, ce n'est pas juste un amas de cartes pour jouer. Dans certains cas, le deck reflète le dueliste en question, sa mentalité, son courage ou ses souvenirs par exemple. Bref, il existe un vrai lien entre le dueliste et son deck. C'est une idée qui se retrouve dans toutes les séries Yu-Gi-Oh jusqu'ici et qui personnellement me plaît beaucoup, car cela ajoute du crédit au duel
et aussi aux duelistes selon la mise en scène. Certains decks reflètent bien la mentalité de leur dueliste, par exemple Revolver et son deck qui représente bien son côté stratège ainsi que son agressivité. On peut aussi prendre Go et ses catcheurs qui représentent non seulement une envie de faire dans le spectaculaire, mais aussi cette idée que les catcheurs évoluent afin d'arriver au sommet. Mais à côté de ça, aucun dueliste de cette série ne semble avoir de lien avec son deck. On pourrait leur remplacer leur deck que ça ne changerait tout simplement rien, et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec Aoi par exemple. Même Yusaku et Kusanagi, qui ont pourtant un background lié avec ce deck, finalement ne semblent pas avoir de réel attachement avec ce deck en question, ce n'est pour eux qu'un simple outil de vengeance finalement. Et ce n'est peut-être qu'un détail insignifiant pour vous, mais pour ma part il s'agit d'un trait important de l'anime du Yu-Gi-Oh! Que j'aime voir depuis ses débuts et qui n'est tout simplement pas présent ici, et c'est bien dommage. La seule exception ici serait éventuellement le cas de Spectre, qui possède un réel lien avec son deck, qui représente vraiment quelque chose pour lui au final. D'habitude, dans une œuvre, de façon générale, c'est l'histoire qui mène au combat, et non l'inverse. Ici, ce sont les duels qui se font pour créer l'histoire, et c'est à mon sens une mauvaise façon de faire. Pourquoi ? Car la plupart du temps, les duels n'ont tout simplement pas de construction, ni de vrai fondement, et sont placés à des moments très hasardeux dans l'arc en cours. On sent en plus que beaucoup de duels se font un petit peu au pif, comme par exemple Emma et Shepard qui n'avaient aucune raison de livrer un duel pour régler leur compte. Ou encore Aoi et Haru, qui, à part donner une victoire à Aoi, n'a servi absolument à rien, et n'aurait jamais dû se produire. Au final, tout cela me laisse un ressenti plutôt amer, et l'impression que les duels n'ont servi que pour avoir de l'action. Ils n'étaient ni construits, ni cohérents dans leur histoire, et ça se ressentait bien trop à mon goût. Le but d'une histoire, c'est aussi que ce soit elle qui dirige les duels, et qui les crée de façon logique. Ce n'est pas un simple support de développement dans Yu-Gi-Oh! Et j'espère sincèrement que la prochaine génération corrigera ça. Maintenant, on va parler d'un point qui a pas mal fait parler de lui à l'époque, le retour des anciennes méthodes d'invocation. Il fallait que je revienne dessus. Sur le papier, c'est une très bonne chose, surtout couplée avec les links afin de développer leur plein potentiel, surtout dans une génération comme celle-ci où les duels sont bien plus techniques qu'à l'habitude encore une fois. Quoi de plus logique que de rajouter les anciennes méthodes pour les coupler à la nouvelle ? Malheureusement, encore une fois dans le rendu, c'est tout bonnement catastrophique. Les anciennes méthodes sont ainsi apparues de nulle part en début de saison 2 sans aucune construction, ni même un simple tease concernant leur retour. Le problème avec ça, c'est que ça nous donne l'impression qu'elles étaient là depuis le début dans Reigns. Alors pourquoi est-ce que dans la saison 1, on n'en a jamais vu une seule, ni même on en a évoqué une seule ? Eh bien tout simplement parce que ce n'était pas prévu, et ça ne s'arrête pas là malheureusement. Au final, je trouve même que les anciennes méthodes ont fini par desservir les Links dans un sens, tellement elles étaient devenues récurrentes. D'ailleurs, l'anime n'ira que jusqu'à Link 6, Link 8 étant le niveau maximal, en partie à cause de l'importance et de la mise en avant bien trop prononcée qu'ont pris les anciennes méthodes d'invocation qui ont carrément fini par faire de l'ombre au Link. Au final, on regrettera la méthode Dark 5 et sa facilité scénaristique pour ramener les anciennes méthodes d'invocation qui fonctionnaient pour le coup très bien. On notera aussi l'absence d'un tournoi dans cette génération, une première si on compte le tournoi GX. Et force est de constater qu'un tournoi aurait été extrêmement révélateur pour certains personnages. En effet, un tournoi c'est aussi et surtout l'occasion d'introduire des personnages, notamment dans la saison 2 avec par exemple Shepard, Soulburner ou encore Bowman. On peut en profiter pour y placer par exemple un autre enfant de l'incident perdu. D'autant que cela aurait pu redonner du crédit et des duels à certains personnages de la saison précédente, par exemple Go, Aoi et Emma. Pour ma part, vous l'aurez compris, c'était très clairement une très bonne idée à faire, malheureusement ça n'aura pas eu lieu, et c'est bien dommage, surtout dans une génération qui se veut plus technique encore une fois. Pour conclure avec tout cela, il est bon de préciser que je ne déteste pas l'anime qu'est Reigns. Comme vous avez pu l'entendre lors de mes divers propos, l'adjectif principal qui me revient le plus à l'esprit, c'est surtout dommage. Il y a selon moi bien trop de choses inexploitées et bien trop de problèmes quand on regarde dans son ensemble, alors que tout était donné pour faire une très bonne écriture. Tellement de choses non abouties qui au final me transforment la série entière en une énorme déception et un amas de frustration. Tellement dommage que cela en devient presque mauvais. Les points principaux que je retiens donc pour Reigns, ce sont des idées très intéressantes, un tout très innovant et assez inédit pour la saga. Et je ne peux pas finir cette vidéo sans évoquer celui pour lequel on a envie de devenir gay, Revolver, qui à lui seul aura su redresser tant bien que mal cette série. Et tout le reste qui est donc à mon sens gâché, pas assez développé ni exploité, résultant ainsi sur une série cruellement vide si on ne s'intéresse pas plus que ça au duel.
En faisant cette vidéo, je me rends compte que au final, la saison 1 est celle qui a le mieux réussi ses idées. Bien évidemment, et comme dit à l'époque, il fallait encore travailler la chose, c'était loin d'être parfait. Mais au final, ils se sont perdus et les saisons d'après ont empiré la chose selon moi. Vous pouvez reprendre plein d'exemples que j'ai cités, l'utilisation des personnages comme Spectre ou Emma, les passages IRL, ou encore l'exploitation de l'univers. Toutes ces idées étaient mieux gérées dans la saison 1 que dans celles qui ont suivi. Et pour finir en beauté, je vais vous donner brièvement mon avis sur l'arrêt prématuré de Vrains et pourquoi c'est, à mon sens, pas une mauvaise chose. Le studio chargé de l'animation de Yu-Gi-Oh!, à savoir le studio Gallop, a eu d'énormes problèmes en interne depuis le milieu d'Arc-V, ça fait 5 ans maintenant. Ça se ressentait de plus en plus et il était clairement plus que temps pour eux de faire quelque chose. Entre d'un côté Konami qui leur tire la corde pour promouvoir toujours plus de cartes et de l'autre côté les standards du monde de l'animation japonaise, forcément la fin d'Arc-V et le début de Vrains en ont très clairement été impactés. Cependant le studio Gallop semble enfin avoir dit stop à tout cela. Il était temps. Alors pour ceux qui se demanderaient encore, oui, il s'agit très clairement d'une fin prématurée pour Vrains, ce n'est en aucun cas une fin voulue, ça se voit et ça se ressent clairement. Pour autant, je trouve ça très louable de leur part d'avoir enfin pris les devants pour pouvoir se poser et faire un break. Ils en avaient cruellement besoin depuis tout ce temps. La prochaine génération de Yu-Gi-Oh! Devrait donc arriver vers le printemps prochain, ce qui leur laisse encore quelques mois de tranquillité, durant lesquels ils vont pouvoir se poser, mieux travailler et surtout dans de meilleures conditions qu'à l'habitude. J'espère qu'avec ce temps, ils s'en sortiront mieux, ils auront plus de choses prêtes en amont afin d'avoir un résultat global bien moins brouillon. Mais bon, nous verrons tout cela en temps et en heure. En attendant, merci sincèrement à toutes les personnes qui ont suivi mon travail sur la série de Vrains durant ces 2 dernières années. J'espère sincèrement que mes vidéos vous auront diverti, que j'en dise du bien ou du mal. Pour ma part, ce fut encore une fois très enrichissant et très divertissant de pouvoir partager mes avis avec vous et de recevoir les vôtres chaque semaine en commentaire. J'espère donc vous revoir en 2020 avec les reviews de la prochaine génération du Yu-Gi-Oh! En attendant donc, d'autres vidéos arrivent, la fin d'année va être assez chargée pour ma part, mais de belles surprises approchent, alors restez connectés. C'était Gigi, un énorme merci à tous, rendez-vous à la prochaine, gardez la passion et des bisous. Into the brains!